Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du mercredi 3 avril 2024. Dans les informations de ce jour, parlons du bilan sorti par le BNGRC suite au passage du cyclone Gamané. Justement, 2 personnes sont décédées dans la région de Diana suite au passage de ce cyclone. Une personne est portée disparue selon toujours le dernier bilan publié par le Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes. Concernant le village appelé Berzik dans le district d'Ambilbé, la population a été déplacée avant que surviennent les inondations selon le directeur général du BNGRC. Toujours d'après les explications, l'aide du gouvernement aux victimes sera acheminée vendredi prochain. Reportage de Ruth Christelle, Rakout Malala. Au cours des 2 derniers jours, il a été rapporté sur les réseaux sociaux que les habitants du village de Berzik, district d'Ambilbé, région de Diana, sont portés disparus. Il y a ceux qui répandent des rumeurs selon lesquelles certains auraient été retrouvés morts. Le directeur général du BNGRC, le général Ella Kanjiakadze, a démenti ces rumeurs. D'ailleurs, le dernier rapport indique que 2 personnes sont mortes dans la région Diana, notamment dans le district d'Atsranana 2 et une dans le district d'Ambilbé. Une personne est portée disparue dans le district d'Atsranana 2. Plus de 22 189 ménages sont sinistrés après le passage du cyclone Gamané, tandis que 5 892 ménages ont été contraints de déménager, dont ceux du village de Berzik qui ont été évacués 48 heures à l'avance, d'après les explications. Toujours selon le directeur général du BNGRC, environ 150 tonnes d'aide alimentaire émanant du gouvernement à travers le BNGRC seront acheminées dans les 4 régions touchées, à savoir Sava, Diana, Antrana et Analanzrouf. Le général Ella Kanjiakadze a également envoyé une demande d'aide au FID. Et les autorités municipales de Touamasne procèdent à la démolition des constructions illicites qui empêchent l'évacuation des eaux dans la ville. Cela fait plus d'1 semaine que de nombreux quartiers de la ville de Touamasne sont sous les eaux. La municipalité a donc mis en place des stratégies contre les inondations, dont le curage des canaux. Reportage de Anienne Martina. Plus d'1 semaine après les inondations dans la ville de Touamasne, région Atsnanen, il reste encore de nombreuses zones dans la ville où l'eau stagne. Ainsi, les travaux de curage des canals dans toute la ville se poursuivent sous la direction de la municipalité. Après l'enlèvement des ordures, les autorités municipales ont procédé aujourd'hui à la démolition des structures illicites construites au niveau des canaux d'évacuation qui empêchent les eaux de s'écouler. Les démolitions ont commencé au dépôt d'Analaknin aujourd'hui et se poursuivront dans d'autres endroits. Le maire de Touamasne a également fait appel aux habitants à maintenir les canaux propres afin que le problème des inondations ne se reproduise plus. Dans les actualités économiques, la pêche au mahalou qui dans la partie nord de l'île est ouverte depuis lundi. Ce type de poisson ne se trouve qu'au nord et au sud de l'île. Cependant, ces mahalous qui ne sont pas exploités correctement car peu d'entrepreneurs sont intéressés par leur exportation et leur transformation. Pourtant, Madagascar en produit 3 à 5 tonnes par jour durant la saison de pêche. Reportage de Seicha Ranjena sur les images d'Anzara Donarvel. Comme chaque année, le 1er avril, c'est l'ouverture de la saison de la pêche au Mahalouk dans la partie nord de l'île. Rappelons que 700 à 900 tonnes ont été pêchées au cours de la saison 2023, soit d'avril à juin. La quantité pêchée a atteint 18 tonnes le premier jour, mais en général, cela tourne aux environs de 3 à 5 tonnes par jour. Les dommages des infrastructures telles que les routes dues au passage de cyclone Gamané constitue un problème qui peut rendre difficile l'acheminement des produits vers Sava et au-delà de Diana. Tous les complexes de pêche du Nord sont utilisés, notamment les chambres froides, pour stocker les produits qui n'ont pas été écoulés. Il n'y a que 2 endroits où l'on trouve le mahalouk à Madagascar, la partie sud de l'île et la partie nord. Cependant, l'exportation et la transformation de ces poissons n'attirent que peu d'entrepreneurs.
Le district d'Indozorbe produit déjà de l'huile transformée à partir d'arachide et de soja grâce à ses agriculteurs. 300 litres d'huile par jour seront traités au début. Le marché autour d'Indozorbe sera approvisionné en premier. Le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation est venu inaugurer l'usine. Il a également été ferme sur le fait que les produits des agriculteurs doivent être collectés à un prix équitable et également veiller à ce que tout le monde en profite, y compris les entrepreneurs et la population. Les détails avec Chedikael Ranjanirin. Les producteurs de soja et d'arachide attendent ce moment depuis de nombreuses années. Car si la production de soja ici est d'environ 70 000 à 80 000 tonnes par an, il n'y a pas preneur et il est vendu à perte. C'est le même problème avec l'arachide. Aujourd'hui, les producteurs ont accueilli le ministre Edgar Azafjava qui est venu inaugurer l'usine de transformation de leurs graines de soja et d'arachide en huile dans le cadre du projet ODOF. L'objectif est d'approvisionner en priorité le marché d'Indozorbe. Cependant, la machine est robuste et peut traiter une quantité suffisante pour relever le défi d'approvisionner les grandes surfaces et de nombreux marchés dans toute l'île. Les producteurs, les coopératives et les entreprises qui transforment l'huile sont des collaborateurs directs dans la mise en place de l'ODOF à Indozorbe. Les instructions du ministre sont claires, dans la lignée de l'ODOF, que personne ne sorte perdante et que tout soit garanti. Nous devons nous entraider, selon le ministre, afin que l'activité soit pérenne. Cette machine de transformation d'huile, comme celle d'Indozorbe, ont été installées dans divers districts, à savoir Mourndav, Ampani, Bidongi Atsim, Bekil, Mernariv et Akadononj Sakei. Cela contribue à la réduction de l'importation d'huile et un impact direct sur l'économie nationale. Les efforts du ministère de l'Industrialisation et du Commerce vont se poursuivre car il reste encore de nombreuses machines de traitement à livrer dans les autres districts mais aussi au niveau des communes. Cette petite entreprise productrice de charbon écologique a signé hier à Ntsavoul un accord de coopération avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Une coopération qui vise la promotion de ces petites entreprises et les incite également à lutter contre la déforestation. Le ministre de l'Environnement a exprimé sa volonté de coopérer avec les entrepreneurs dans le but de sensibiliser les Malgaches à investir dans le charbon écologique. Reportage signé Mervoula Sferan et Bras Denilson. Selon les statistiques, près de 95% des Malgaches utilisent encore du charbon de bois. Cependant, l'utilisation du charbon augmente le taux de déforestation, outre ses méfaits sur la santé. Cependant, tous les ménages malgaches ne peuvent pas utiliser l'électricité ou le gaz pour cuisiner. L'une des solutions pour éviter l'utilisation de ce combustible est l'utilisation du charbon écologique composé de poudre de charbon de bois et de poudre de manioc. Le charbon écologique coûte moins cher que le charbon conventionnel. De nombreuses solutions sanitaires, environnementales et économiques peuvent être obtenues grâce à l'utilisation de charbon écologique. De ce fait, le ministère de l'Environnement et du Développement durable soutiendra et aidera les entrepreneurs dans la recherche de débouchés, mais aussi des appuis techniques pour ces entrepreneurs producteurs de charbon écologique. Cette petite entreprise engagée dans la production de charbon écologique ont signé hier un accord de coopération au ministère de l'Environnement à Ntsavoul. Le ministre Max Fontaine Andonirin a souligné la nécessité d'augmenter le nombre de ceux qui rejoindront ce groupe d'entrepreneurs pour augmenter rapidement la production et réduire la déforestation. C'est aussi une sorte de coup de pouce pour les petits entrepreneurs, comme c'est cette entreprise telle que définie dans les 3 piliers de la politique générale de l'État. Toujours dans cette page sociale, 250 habitants d'Ivat ont reçu une formation à la préparation culinaire dispensée par la commune et ses partenaires, cela dans l'optique de leur fournir du travail. Les détails avec Ruth Christelle Ragout-Malal et Yves Janel. La nourriture est indissociable de la vie. Savoir cuisiner est un art et peut également générer des revenus. Cela réduit également le taux de chômage. Dans la commune d'Ivat, 250 habitants ont bénéficié de formations gratuites en pâtisserie, en charcuterie et en transformation de fruits dispensées par la commune et ses partenaires. Armine fait partie de ceux qui ont bénéficié de cette formation. Elle a ajouté qu'il existe de nombreuses formations, mais elles sont payantes. Tout le monde ne peut pas se le permettre. Selon le maire d'Ivat, Penzradjanarsu, le développement commence à la base et c'est pour cela qu'ils ont organisé cette formation qui est la première d'une longue série.
Et pour terminer, les actualités locales, le conseil communautaire du 6e arrondissement de la capitale a décidé de maintenir la propriété de cette circonscription. Les changements intervenus au cours des 2 dernières semaines après la mise en place de cette structure ont été conséquents d'après les constatations, affirment les responsables locaux. Reportage de Vanessa Mireille et Yves Janel. Ceux qui ne sont pas en mesure de nettoyer les abords de leur lieu de résidence dans le 6e arrondissement doivent nettoyer tout le quartier. Des mesures ont été prises pour maintenir la propreté de cette circonscription de la ville d'Antananarivo après une campagne de nettoyage de 10 jours en collaboration avec la mairie d'Antananarivo. On constate que le quartier est propre. L'inspection est effectuée 2 fois par semaine par les responsables. Il n'y aura pas encore de sanctions financières car le conseil communautaire du 6e arrondissement se doit d'abord d'assainir tous les quartiers de ce district composé d'une dizaine de Fukuntan. Dans les actualités internationales de ce soir, un séisme le plus puissant qui est connu sur l'île depuis 25 ans s'est produit aujourd'hui près des côtes de Taïwan, provoquant une alerte au tsunami dans l'île, tout comme au Japon et aux Philippines, finalement levé. Un bilan provisoire fait état de 9 morts et plus de 800 blessés. De nombreux immeubles se sont effondrés dans la ville de Hualien. France 24. Sur la côte est de Taïwan, ces images impressionnantes d'un immeuble dangereusement incliné, sur le point de tomber. L'île a vécu ce mercredi un séisme d'une magnitude supérieure à 7. Il était 8 h du matin quand la terre s'est mise à trembler, une heure à laquelle la population se rend au travail ou à l'école. Dans la ville de Hualien, proche de l'épicentre, des personnes sont encore piégées sous les décombres. Des glissements de terrain sont également observés dans la région. Je demande aux autorités compétentes de suivre de près la situation et de prendre des mesures d'urgence pour protéger la sécurité de la population. L'armée nationale apportera également son soutien. Les secousses ont également été ressenties dans la capitale Taipei. La maison tremblait très fort, toutes les motos à l'extérieur se sont renversées. Alors j'ai rapidement coupé le gaz et l'électricité et je suis sortie. Quand j'ai compris qu'il s'agissait d'un tremblement de terre, j'ai rapidement enfilé mes vêtements et mes chaussures, j'ai entraîné mon enfant avec moi et j'ai descendu les escaliers en courant. L'épicentre du séisme se trouve au large de la côte est de Taïwan, à une profondeur de 15 km. L'alerte au tsunami, déclenchée par les autorités taïwanaises, philippines et japonaises, est désormais écartée. Seules de petites vagues ont été observées sur les côtes nippones. La secousse a été ressentie jusqu'à Shanghai, en Chine. À Taïwan, la population est habituée aux épisodes sismiques, mais le tremblement de terre de ce mercredi est le plus puissant observé depuis 25 ans. En 1999, 2400 personnes sont mortes après un séisme de magnitude 7,6. Bruxelles célèbre les 75 ans de l'OTAN ces 3 et 4 avril. Avec l'invasion russe de l'Ukraine, de nombreux pays européens ont fait leur demande d'adhésion vers l'organisation, notamment la Finlande et la Suède. Les pays nordiques s'inquiètent des ambitions de Vladimir Poutine du fait de leur proximité géographique, mais quel impact sur l'armée et les habitants? Les réponses avec France 24. Exercice de tir pour des jeunes conscrits suédois. Encadrés par des professionnels de l'armée. C'est bien d'avoir quelqu'un d'expérimenté pour nous aider. Ne t'inquiète pas, tu te débrouilles très bien pour toucher les cibles. La Suède remilitarise Gotland, une île stratégique au cœur de la mer Baltique, à quelques 300 km de l'enclave russe de Kaliningrad. L'invasion de l'Ukraine ordonnée par Vladimir Poutine a provoqué une onde de choc dans les pays nordiques, plus unis que jamais. La coopération militaire entre la Finlande et la Suède existe depuis quelque temps déjà. On va continuer d'affiner cette coopération aussi avec l'Islande, le Danemark, la Norvège. Ensemble, les pays nordiques vont renforcer encore l'OTAN. Des exercices conjoints entre alliés ont eu lieu et Stockholm en prévoit d'autres, surtout maritimes à Gotland, en juin. À l'image de son voisin finlandais, la Suède a mis fin à sa traditionnelle neutralité et vient de rejoindre l'OTAN. Encore impensable il y a quelques années. La Suède est pleinement mobilisée. Le gouvernement a même appelé la population à se préparer à la guerre. Dans cet immeuble de la capitale, un collectif de voisins organise régulièrement des dîners dans les espaces communs.
Parfois, ils discutent de la Russie. Nous ne sommes pas naïfs, mais on ne veut pas trop y penser. On se dit que si quelque chose arrive, ce sera plutôt des distributeurs d'argent qui ne marcheront plus, ou des coupures d'électricité, mais pas des bombardements. C'est traditionnel en Suède de ne pas faire confiance aux Russes. On ne sait pas ce qui va se passer. Tout peut arriver. Tous ici condamnent les actions du président Poutine, mais certains regrettent que la Suède ait rejoint l'OTAN. Ils voudraient moins de dépenses en armement et plus pour les services publics. Vous n'aurez ni jour ni nuit tranquille des milliers d'Israéliens, parmi lesquels le nombre de proches d'otages retenus à Gaza ont de nouveau manifesté hier soir à Jérusalem pour demander au Premier ministre Benjamin Netanyahou de démissionner, accusé d'avoir trahi la confiance populaire. France 24. Mardi soir à Jérusalem, 3e des 4 jours prévus pour ce mouvement de contestation antigouvernementale. Et des scènes de tension quand des manifestants tentent de contourner les barricades de police afin d'atteindre la résidence privée du Premier ministre Benjamin Netanyahou ou de bloquer les canons à eau. Le cortège était parti de la Knesset, l'Assemblée nationale israélienne. Nous avons besoin de nouvelles élections de toute urgence. Nous en avons besoin pour avoir un gouvernement légitime. Il y a beaucoup de méfiance à l'égard de ce que fait ce gouvernement. Nous avons un gouvernement qui n'a pas réussi à protéger Israël et qui n'a pas réussi à gérer la situation à propos des personnes qui ont été kidnappées et détenues à Gaza pendant si longtemps. Nouvelles élections, sort des otages, mais aussi critique du nouveau projet de loi pour consacrer l'exemption de service militaire pour les communautés ultra-orthodoxes. Les griefs sont nombreux. Le pays reste largement favorable à la guerre, mais après 6 mois de conflit, la figure du Premier ministre attise les divisions. Certaines familles des otages l'accusent d'être un obstacle à leur libération et de faire de la politique sur leur dos. Les autorités ont annoncé l'arrestation de 5 personnes. Un policier a été admis à l'hôpital après avoir été touché par une barrière anti-émeute lancée par un manifestant. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programme et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.